de gynécologues ont suivi, on a développé des outils parce qu'on a eu des retours. On a inventé l'indice structurel de bientraitance de l'établissement. C'est très bien de dire que ça serait super, mais comme l'a dit Laurence, on a un collègue qui s'est défenestré il y a 1 an parce qu'en 1 an, il a perdu 2 enfants au bloc parce que là où il y a le matériel entreposé était à plus de 45 secondes. Parce qu'on dit à l'infirmière volante de nuit, va chercher ci, elle ne le trouve pas, une autre y va, et c'est trop tard. Ça, c'est quoi? C'est de la maltraitance. Qu'est-ce qu'on peut y faire? C'est pas discuter, c'est prendre la responsabilité. Donc cet indice pointe des choses comme ça. On a inventé également, breveté, l'indice de bientraitance des soignants. C'est très compliqué. On a pris les 5 critères de l'HAS pour la bientraitance des patients. On s'est dit, tiens, qu'est-ce qu'on fait de ça avec les soignants? Je peux vous assurer qu'on est à 20 à 30%. Il n'y a pas le respect aux soignants que nous, on nous demande de donner aux patients. Et ça, c'est un quotidien très difficile. Et ce n'est pas des investissements majeurs. Par exemple, pour les maternités, il y a des démissions en masse, il y a des burn-out, il y a des suicides. C'est quelque chose de très lourd. On s'est rendu compte, et ça coûte très cher en investissement santé, donc on va faire un gros dossier pour le demander, qu'il suffit de se prendre une demi-heure dans l'équipe, de prendre une petite clé avec une petite salle tranquille et de dire au prochain événement indésirable, personne ne rentre à la maison, on va se mettre dans une salle et au lieu de pleurer dans le couloir et de dire c'est de ta faute ou c'est de ma faute, on trouve quelqu'un de bienveillant, d'identifié avant, peu importe l'aumônier, le directeur ça, ou le chef de service, on se prend 1 heure tous les 5, tous les participants. Depuis qu'on fait ça dans les maternités labellisées, on n'a pas de démission en masse, on n'a pas eu de suicide, etc. Donc on a développé ces outils et l'indice de bientraitance des patients. Partant de là, pour le label qui nous amène aujourd'hui, on s'est rendu compte en donc 67 000 femmes et 6 ans d'expérience qu'il suffit d'individualiser des points d'humanité dans un parcours soignant et dans une consultation de ville. Donc le groupe travaille depuis maintenant 6 mois pour individualiser 7 points qu'on va vous présenter juste après, de critères, de propositions d'humanisation de la consultation de ville. C'est un complément, Muriel, sur comment ça se passe concrètement, ce travail depuis qui a été initié finalement en juin l'année dernière après le colloque au Sénat? Oui, on s'est rencontrés donc au Sénat en juin 2023. C'était autour d'un plaidoyer qui avait pour le thème le partenariat en santé. On va en parler là après pendant 3 jours dans le colloque qui va suivre. Et c'est vrai qu'au cours de cet événement au Sénat, on s'est bien rendu compte qu'on avait des intérêts communs ensemble, les patients et les soignants. Et on a fait ce collectif mixte et hybride de professionnels de santé et de patients. Et on porte les valeurs du partenariat, c'est-à-dire qu'on respecte nos valeurs, on respecte nos idées, on respecte notre humanité déjà entre nous, ce qui est déjà important. Chacun peut apporter son expression et on est dans la co-construction d'actions parce qu'on a vite compris qu'on avait des savoirs qui pouvaient s'enrichir. On a parlé tout à l'heure des savoirs académiques, scientifiques et nous, on a aussi nos savoirs expérientiels du vécu de nos parcours de soins. Et tout ça, c'est une vraie valeur ajoutée. On s'est rendu compte qu'il était important de le mettre aussi à disposition dans le système de soins. Comment on s'enrichit et comment tous ces savoirs peuvent apporter de la plus-value dans le système. Donc c'est aussi partant de ça qu'on a créé ces indicateurs. On peut dire d'ailleurs qu'il y a plusieurs personnes, notamment qui sont intervenues dans la table ronde juste avant, qui font partie de ce comité de pilotage. J'ai les noms. T'as les noms? J'ai les noms. On va dénoncer. Je pense qu'il faut dire les noms. Allez, on va les dénoncer. Parce qu'ils ont eu tellement... Donc à côté du moment où on partage la vision du soin, comme on l'a dit, qu'on soit patient ou soignant, on est tous soignants. Donc moi j'ai eu la chance de coordonner ce groupe, donc je citerai Claude Collat, Adrien Chaboche, Frédéric Le Guillou, Joël Martineau, Alain Olympe, Sonia Tropé, Virginie Depierre, Antoine Vatrelot et bien sûr Muriel qui est là. Donc vous avez vu, j'ai pas dit docteur ou professeur, j'ai juste donné les êtres humains. Voilà. Et donc où est-ce qu'on en est concrètement? Alors on a construit des indicateurs de bientraitance. Donc ils sont maintenant, on va vous les présenter d'ailleurs, on a 7. Ils ont été élaborés par le comité scientifique du collectif. Et puis on en parlera peut-être à la fin. Actuellement, ils sont en test et il y a un questionnaire qui est distribué auprès des patients puisque la cible principale pour l'instant, c'est auprès des patients. Donc pour l'instant, c'est distribué auprès des patients. Mais on va d'abord peut-être passer par la présentation des critères parce que je crois que c'est important. Donc on va le faire avec Pascal l'un et l'autre. Donc ils sont au nombre de 7. Je commence par le premier critère. C'est le principe d'acceptation active du praticien. Est-ce que tu peux nous en dire plus ?
Oui. Une phrase, Alors, 2 phrases, pas plus. Je vais être rapide, je le jure. Je vais faire de mon mieux. Donc, ce critère proposé par Claude Collat, qu'on avait appelé principe de résilience du docteur, qu'on a transformé en acceptation, c'est simplement être capable d'écouter toutes les sources de connaissances du patient avant de décider et avant de juger. Ça n'a l'air de rien, mais c'est une vraie formation médicale qui doit être mise en place pour ça. Deuxième critère. Deuxième critère, alors celui-ci c'est Adrien Chaboche qui l'a proposé, il est merveilleux, c'est une c'est une éthique de l'accueil social, définition et mise en œuvre, c'est proposé par Antoine Vatrelot, c'est-à-dire donner 10% du temps de consultation libre jusqu'à 48 heures avant le jour de la consultation. Je complète juste, tu vas rebondir, on a calculé que simplement en attendant 2 jours pour remplir 2-3 consultes qu'on laisse vides pour prendre des urgences ou semi-urgences potentielles, à l'échelon d'une petite ville comme Colmar, c'est 200 malades de moins aux urgences par jour. Rien que ça, cette éthique-là permettrait de dégager nos services d'urgence et de rendre de vrais services à la population. Tu as tout dit, oui, c'est effectivement ça. C'est comment, dans les consultations de tous les jours des praticiens en ville, on peut garder des consultations d'urgence pour désengorger les urgences hospitalières et ça fonctionne. Troisième critère, engager à une éthique du patient pour le respect des ressources de santé. C'est Adrien qui a donné fait cette proposition. C'est simplement, il faut aussi éduquer le patient et le praticien à une culture commune de respect de notre société. Quand un patient vient et dit « je me suis fait faire une IRM, j'ai mal à l'épaule », c'est 1000 balles qui sont claquées pour rien. Donc cette chose-là, c'est dans l'air du temps, il faut l'assumer, l'écrire, faire une charte. Il faut formaliser toutes ces en collectif, patients soignants, pour avoir des documents d'éducation du médecin, mais aussi du malade. Quand je dis à un malade qu'une chimio, c'est 100 000 euros et 10 000 euros par truc, et qu'il a de la chance de ne pas devoir faire d'emprunt pour payer la dernière chimio qui peut-être donnera 3 mois de survie, là, il tombe de la chaise. Le critère numéro 4. Quatrième. Je parle beaucoup, hein, tu n'en veux pas. Pas du tout. Alors, celui-ci, j'y tiens beaucoup parce que j'y travaille avec les soignants. Engager, améliorer la connaissance et la maîtrise du contact physique avec le patient. En orthopédie, un geste rapide, c'est une agression. Un geste lent, c'est un soin. Et c'est vrai que nous, en tant que patients, lors d'une consultation, on le ressent tout de suite si le soignant est dans une attitude bienveillante, s'il est dans une écoute attentive. On parlait tout à l'heure de qu'est-ce qui est important pour vous, ce qui a été développé. Et c'est vrai, quand on commence une consultation et qu'on nous pose déjà cette question-là, on sait que la réponse, elle va être entendue, c'est important. Et c'est une posture, c'est être à l'écoute de nos émotions, de nos mots. Et c'est vrai que c'est une approche sensorielle qui passe avant tout par le regard et par le toucher. Et donc, notre groupe propose donc de co-construire un document support qui pourrait être destiné pour donner des recommandations aux praticiens, des recommandations simples pour être mis en capacité dans cette approche sensorielle. Numéro 5, nous en sommes au 5e. Numéro 5. Maîtriser les annonces de mauvaises nouvelles, quel que soit leur niveau de gravité. Ça n'a l'air de rien, mais on a fait des formations pour l'annonce d'un cancer, pour l'annonce de choses très lourdes, d'un diabète qui engage la vie. Mais annoncer à un jeune retraité qui ne pourra pas faire du golf, du vélo, annoncer à quelqu'un qui a une maladie, même qui n'a l'air de rien, et que c'est dit entre deux dans un cabinet de ville, alors que le patient sort de là, se retrouve chez lui, dit voilà, on ne va pas pouvoir faire ci, on ne va pas pouvoir faire ça. Il n'y a pas de préparation, il n'y a pas d'éducation du médecin. Souvent, ça se fait à la volée entre deux, avec des solitudes qui ne sont pas du tout appréhendées correctement par le soignant. Donc là aussi, on voudrait faire des documents d'éducation du monde soignant pour ça. Le numéro 6, j'ai l'impression d'être au loto. Une démarche active et personnalisée pour l'information des patients. On avait vu ça au Sénat l'année dernière. Tout le monde disait d'abord la connaissance. Sans connaissance, il n'y a pas de partage, il n'y a pas de décision partagée. Donc c'est la chose importante. Excuse-moi, je suis en train de commenter avant toi. Mais pas du tout, on se complète, tu le sais bien. Donc oui, c'est ça, c'est aider le praticien à avoir un document, un recueil documentaire avec des références, alors qu'ils soient des références de contenu indépendant et non commerciaux, qui peuvent être les références sur
sur des sociétés savantes, qui peuvent être simplement le site Amélie, les associations de patients, on en parlait tout à l'heure, peut-être pourquoi pas, je prêche pour ma paroisse, les coordonnées des assistantes sociales, parce qu'en tant que patient, on est aussi perdu dans tout ce qui est les dédales juridico-administratifs quand on est malade. Et un document pourrait être aussi issu de notre collectif pour informer les patients sur les points et les éléments méthodologiques pour pouvoir créer ce dossier documentaire. Et le 7e critère, et non pas la 7e boule de cristal. L'engagement du praticien à intégrer activement le réseau local et à en faire bénéficier le patient sous la forme d'une liste de correspondants identifiés et solidaires de son exercice. Tout à fait. Vous voyez un praticien et vous dites « Ah ben, c'est pas de mon ressort, il faut aller voir un neurologue ». Et vous vous retrouvez dans la rue, vous êtes perdu. Donc chaque praticien est responsable du patient qui est devant, donc avoir un carnet d'adresses personnel avec des contacts personnels et ne jamais lâcher le malade dans la nature, c'est pas très difficile si on fait l'effort d'avoir cette liste. Et je peux rajouter peut-être aussi que c'est aussi ce que les CPTS au jour d'aujourd'hui et les MSP sur le terrain font de plus en plus et de mieux en mieux, j'allais dire. En tant que patient partenaire, on est même souvent amené à compléter ces listes-là et donner des indications sur comment on vit les parcours et les vécus. Et les CPTS sont vraiment aussi des lieux d'exercice coordonné de la médecine qui sont un allié des praticiens sur le terrain. Donc ces critères sont en test avec un questionnaire qui est en train de tourner, qu'on pourra diffuser. Ça, c'est quoi l'étape suivante ? Alors, moi, je voulais simplement dire aussi que ce questionnaire, effectivement, il tourne. Alors, bon, moi, j'ai un réseau aussi en tant que patiente partenaire auprès des associations de patients. Et comme je fais de la formation auprès des soignants, c'est aussi un lieu où on peut diffuser ce questionnaire. Tout le monde peut contribuer. Si vous n'êtes pas patient, vous ne pouvez pas le remplir, mais vous pouvez au moins le diffuser. Et je crois que c'est important qu'on ait une diffusion la plus large possible au niveau de ce questionnaire. En résultat préliminaire, et en scoop rapide, le coût de la consultation, on s'en fiche. Par contre, on veut de la présence, on veut de l'intérêt, c'est-à-dire une vraie présence du praticien pour soi, et on veut du temps. Maintenant, je pensais avec Laurence, quand vous êtes jeune chirurgien, quand on vous donne 40 malades à voir en traumato en 3 heures, vous ne pouvez pas dire laissez l'autre expliquer comment se passe le petit déjeuner avec le plâtre. Donc on est obligé de faire de l'abattage et c'est une souffrance pour les deux côtés. Alors l'avenir, c'est quoi? Si je peux me permettre, au nom du collectif et sous contrôle de nos bienveillants fondateurs que sont Vanessa, Stéphane et toute l'équipe, et bien sûr Damien, on a identifié 7 éléments. On y travaille critère par critère, parce que le dire comme ça en une phrase, c'est une chose. Voir comment on peut l'appliquer, c'est une autre chose. C'est beaucoup de travail. C'est purement propositionnel et évolutif. On espère en trouver d'autres. Quelques retours, que ce soit de l'Assemblée, on est preneur. On est juste un super groupe de travail où il n'y a plus de docteur ni rien du tout. On va essayer de réfléchir à la mise en œuvre pratique. Une fois qu'on a formalisé chacun des critères et sa faisabilité, on va créer des modules de formation, d'éducation qui vont être proposés au monde soignant et au monde associatif et au monde des patients. Et on va essayer comme ça de faire avancer le schmilblick. Donc on est au premier jalon d'une aventure commune. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à tous les membres du comité scientifique. Et on se donne rendez-vous à un prochain colloque, certes pour faire un point d'étape supplémentaire, pour parler des résultats sur les critères et pourquoi pas des premiers jalons des formations que nous aimerions mettre en place. Merci à tous les deux. Je repasse la main à... Je voulais juste dire qu'on est dans un format hybride, que c'est quelque chose d'innovant. Je vous remercie de laisser la place aux patients dans cette formation-là, parce que c'est l'avenir. Et on parlait tout à l'heure, effectivement, de qu'est-ce que c'est l'avenir. Je crois que c'est ça aussi, c'est ce rapprochement-là dans des structures qui n'ont pas d'identité, que ce soit soignant ou autre, mais on est ensemble. Et ça, c'est vraiment l'avenir. Merci à vous. Tout à fait. Merci. Beau mot de conclusion. Merci. Je repasse la main à Stéphane pour la 3e table ronde. Merci Damien, merci à toutes et à tous encore une fois. Donc, vous avez pu vous rendre compte depuis le début de cette matinée, la notion de travailler ensemble était primordiale pour mieux soigner, et ce dans un cadre bien évidemment bienveillant. Alors, il s'agit maintenant de définir les contours de cette évolution. Et pour ce faire, j'invite à me rejoindre Dominique Meyer. Dominique, vous êtes médecin urgentiste, vous êtes cofondateur des centres médicaux d'appui, les CMA, vous nous en direz 2 mots. Gilles Noël, Gilles, je vous ai aperçu, vous êtes là, vous êtes vice-président de l'Association des maires ruraux de France, acronyme AMRF qui n'est pas forcément toujours bien compris, et vous êtes surtout en charge de la santé au sein de cette association. Frédéric Pomicala, vous êtes responsable du département prévention
et éducation sanitaire et sociale à la CCMSA. Bonjour Frédéric. Sonia Tropé. Sonia, vous êtes trésorière de la Société d'éducation thérapeutique, la fameuse CET. Et vous êtes également enseignante perspective patient à l'Université de médecine Paris-Sorbonne. Et enfin, Olivier Rosaire. Olivier, je suis tenté d'ajouter notre hôte. Vous êtes président de l'URPS pharmacien Auvergne-Rhône-Alpes et président du collectif pour un nouveau Grenelle de la santé. Sonia, on va commencer par vous directement. Sonia, quelle devrait être la place des patients, selon vous, dans la perspective d'un système de santé global, dont on a évoqué ce matin, et plus précisément dans la relation de soins? Alors, je précise que je suis avant tout directrice de l'association de patients sur la polyarthrite rhumatoïde. Oui, c'est vrai, Landard, j'aurais dû le citer également, mais vous avez un tel curriculum qu'il faut faire des choix. Donc, la place du patient, avant tout intégrée et collaborative. Je pense qu'on le dit depuis ce matin et c'est ce qu'on partage sur les différentes tables rondes. C'est comment on donne cette place au patient ou comment il la prend dans un contexte qui est compliqué puisqu'il y a un manque de ressources du côté soignant, un manque de temps aussi, une vulnérabilité du côté patient. Donc comment on arrive à concilier tout ça dans une communication qui est souvent, ou je dirais parfois pour être plus optimiste, mal adaptée. Donc avec une difficulté de se comprendre et on en parle depuis ce matin. On parle aussi de la responsabilité qui est partagée maintenant entre le professionnel de santé et le patient. Mais cette responsabilité, comment on la met en musique? Comment justement on arrive finalement à exprimer les besoins quand on est patient, mais aussi du côté soignant, comment on arrive à faire exprimer ses besoins, à y répondre et comment on accompagne au mieux. Donc tout ça s'appuie évidemment sur un développement de pédagogie. On en parle tout le monde le dit et on s'accorde tous là-dessus. Il y a un développement pédagogique à avoir. Adriane disait tout à l'heure la médecine intégrative et le modèle biopsychosocial qui est enseigné depuis maintenant longtemps à la faculté de médecine de Bobigny, là où j'ai la chance d'avoir un peu d'enseignement sur la perspective patient. Et je pense que c'est évidemment le modèle à suivre pour qu'on soit tous dans la même démarche. Frédéric, j'ai expliqué que vous étiez au sein de la MSA, mais j'ai également, je n'ai pas dit en revanche que vous aviez un certain nombre d'actions que vous avez mises en place, et j'aurais bien aimé par rapport à cela que vous nous expliquiez comment vous envisagez au sein de la MSA ce système de santé, cette évolution du système de santé pour que le concept de santé globale devienne réalité. Sabotage. On est toujours dur avec les complémentaires. La MSA et non pas la MSP. La MSA étant le deuxième régime de sécurité sociale, le petit cousin du régime général. Ça va être très dur de ne pas répéter tout ce qu'on a déjà dit et d'aller un peu plus loin. Alors, on va essayer d'aller un peu plus loin et beaucoup plus loin. La santé globale, alors tout ce qui a été dit ce matin et notamment, je ne vais pas revenir sur la collaboration essentielle de tous ces acteurs. Ça parle beaucoup à cette institution qu'est la MSA puisque sa particularité, c'est justement d'être un guichet unique. Donc, ça veut dire que l'assuré, chez nous, il naît chez nous et on l'accompagne tout au long de sa vie, toutes branches confondues, maladie, famille, vieillesse, action sanitaire et sociale. Et en approche globale, justement, on a cette chance de réunir en notre sein la santé-sécurité au travail, puisque évidemment, j'ai oublié de le dire, mais ça va de sens, et vous connaissez tous ça par cœur, la MSA et son fonctionnement, c'est les assurés des territoires ruraux, agricoles, en affiliation, mais plus globalement sur les territoires ruraux. Donc on a la chance d'avoir la santé-sécurité au travail, parce qu'on a très peu parlé ce matin, la médecine du travail, on a aussi des conseillers en risque professionnel, on a évidemment les travailleurs sociaux, et puis on a évidemment la médecine conseil et la médecine préventive. Et donc, on a cette chance justement d'avoir en une seule institution ces professionnels qui travaillent autour de l'assuré et évidemment, en ce qui concerne mon domaine d'activité, autour de la prévention. Alors, en toute transparence, ça serait vous mentir que ça se passe, même s'ils sont regroupés au sein d'une même unité, que ça se passe de manière extrêmement fluide. Ça, il y a toujours des sujets de cloisonnement, de périmètre. Mais en même temps, quand on est et qu'on se regroupe particulièrement en prévention et prioritairement en prévention sur les cibles prioritaires qui sont les jeunes, aujourd'hui, où on a beaucoup de choses à faire, et les publics dits fragiles, fragilité sociale, mais pas que, sous-consommant de soins,
Là, effectivement, on arrive à faire des choses de manière très opérationnelle sur des territoires, souvent d'ailleurs, où il y a notamment des problèmes d'accès aux soins et d'organisation des soins. On arrive à actionner parce que on partage les mêmes référentiels, on les forme de la même manière. J'en parlerai sûrement un peu tout à l'heure, notamment sur cette fameuse approche motivationnelle, cette capacité d'agir qu'on donne à l'assuré pour le réintégrer justement dans une prise en charge globale. Et quand on arrive à mener, ça prend beaucoup de temps, c'est beaucoup de compromis aussi, mais on arrive à faire des choses assez intéressantes qu'on arrive maintenant à évaluer en termes d'impact. Mais Gilles Noël, je l'ai dit, vous êtes président de l'Association des maires de France qui, non seulement en tant que patient, mais en tant qu'élu local, m'interpelle forcément. D'autant plus que les maires, on ne le rappellera jamais assez, ont une responsabilité en termes de santé publique et même en manière de santé au sens large. Alors, de quelle manière les maires, et en particulier au sein du monde rural, peuvent-ils contribuer à développer les coopérations interprofessionnelles entre les acteurs de soins entre eux et avec les travailleurs sociaux, comme on l'évoquait ce matin? Quels sont les moyens dont vous disposez pour aboutir à cette notion de santé globale? Tout sauf l'argent. C'est un bon début. Oui, parce qu'on est souvent considéré comme étant des bâtisseurs. Donc, qui dit bâtisseur dit investisseur. Et donc, mettre à disposition sur nos territoires. Parce que sur nos territoires, ça nous arrive de ni avoir de CPTS, ni avoir de professionnels de santé, mais avoir des gens qui souffrent par rapport à ça. Alors, donc, c'est vrai que dans les tables rondes, on a surtout parlé de cette présence, cette occupation, mais moi je représente des territoires qui, pendant quelques années, tout va bien. Il y a des professionnels de santé, il y a un centre de santé, il y a un centre hospitalier de proximité, et puis une année pas faite comme les autres, c'est pas qu'il n'y a plus rien, mais il y a un certain vide. Et donc tout ça, ça nous oblige à trouver des solutions d'accompagnement. Des solutions d'accompagnement pour les soignants, mais que je le dis, pas qu'avec l'argent, des solutions d'accompagnement pour nos populations qui viennent nous voir. Dans les villages de moins de 3500 habitants, quand il y a quelque chose qui ne va pas, on vient voir le maire. C'est comme ça que ça se passe. Et nous, on n'est pas soignants, donc ça tombe bien. On n'est pas donc sur la notion d'acte, on est sur cette notion d'interface. Et on essaye de faciliter chaque fois que c'est possible. Face à quelqu'un qui râle, face à quelqu'un qui souffre, face à quelqu'un qui veut donner du temps. Donc nous, j'allais dire, tout sauf l'argent. On n'en a pas. On est aussi dans des territoires où c'est pas ici le cas. Hein. Quand je vois le matériel en face de moi, on est aussi dans des territoires où, j'allais dire, le revenu médian est pas aussi important qu'ailleurs. Bref, sans vouloir pleurer, nous on reste actifs, mais dans la lutte contre l'inégalité des soins. On reste actif aussi dans cette solution de faciliter l'accueil de ces soignants quand ils viennent. Alors les jeunes comme les vieux, j'ai aucune appréhension par rapport à ça. Tout à l'heure, il y avait le président d'ISNAR IMG, je ne sais pas s'il est encore là. Nous, ça nous intéresse d'accueillir ces jeunes en stage plutôt qu'ils aillent au CHU. Nous, ça nous intéresse du coup de trouver des solutions d'accompagnement pour leur permettre de faire en sorte de croire que les loups ne sont pas dans les rues. Je dis ça en exagérant, bien sûr, mais on a aussi un regard sur la campagne qui, quelquefois, fait qu'ils ne viennent pas pour voir. Alors, ils ne viennent pas parce que l'université ne va pas les aider. Ils ne viennent pas parce qu'on est loin de ces centres universitaires qui les forment. C'est pour ça aussi qu'on demande à ce que la maille du territoire départemental soit aussi une maille d'intégration de ces nouveaux professionnels, mais également de la formation. On a parlé tout à l'heure, alors j'allais dire de la fibre. Enfin, dans les cadres d'innovation, on a aussi la fibre qui arrive sur nos territoires. Enfin, je pourrais aussi vous le dire. J'ai parlé de l'eau, mais on a aussi la fibre. Hein. L'eau, le gaz. Bon. Donc, que les formations puissent être décentralisées. Et nous, on s'occupera de cet accueil. Parce qu'aujourd'hui, ils ne sont plus logés quand ils viennent sur nos territoires. Ou pour venir chez nous, on ne prend pas le RER ou le tramway. Donc voilà. Bon, donc nous, on va être cette interface pour faciliter l'accueil, pour que derrière, il y ait une réponse organisée, transversale, qui puisse se faire. Hein, je dis bien, hein, que ce soit médecine de ville ou centre hospitalier de proximité. Il nous en reste encore quelques-uns. Alors, mesdames, il n'y a plus de maternité. Ça fait longtemps
que les choses se sont organisées différemment. Il n'y a plus de plateau technique, puisque c'est pareil, au niveau de la sécurité sanitaire, c'est plus possible d'être opéré à moins d'être dans un chef-lieu de département ou un chef-lieu de région. Mais bref, il y a quand même des moyens pour le faire. Oui, mais Gilles, l'évolution de la société tend également à donner de plus en plus de pouvoir aux agglomérations, aux métropoles, aux villes phares, et finalement au détriment des petites communes rurales. Comment conciliez-vous cette évolution quasi antinomique avec ce qu'on vient de dire ce matin? Alors d'abord, nous, on participe à ces territoires organisés, que ce soit des comités de communes ou des comités de l'agglo. Donc nous, on participe. Simplement, on a besoin de balayer devant notre porte, nous, élus ruraux. Souvent, la gouvernance des établissements, alors je prends l'hospitalier, est faite par nos collègues des villes. C'est le maire de la ville de Lyon qui est président d'eux. C'est le maire de la ville chef-lieu de département qui est président du centre hospitalier. C'est le maire du chef-lieu d'arrondissement. Donc souvent, nous, les élus ruraux, on a abandonné cette contribution à faire bouger les choses. Donc on a besoin de rentrer dans ces logiques-là. Participer au CPTS quand on y est autorisé. Participer aux contrats locaux de santé. Donc participer à tous ces dispositifs. Pour faire valoir, bien évidemment, notre point de vue, mais le point de vue de nos populations. Et puis de trouver des combinatoires avec nos collègues de ville. Parce qu'il ne s'agit pas de s'opposer à la ville. Voilà, la ville a besoin de nous. Qui paye, j'allais dire, les droits de stationnement? Les ruraux, on en fait partie. Hein. Qui nous amène des services spécialisés? C'est la ville. Voilà. Donc on a besoin de créer des échanges. Donc on a besoin, nous les élus ruraux, de ne pas abandonner ces centres hospitaliers ou ces lieux de décision vers lesquels l'agence régionale de santé, c'est pas un gros mot qui a été prononcé d'ailleurs ce matin. Je n'ai pas entendu ce gros mot-là. Non, parce que les relations sont excellentes entre la métropole de Lyon, la ville de Lyon et la région de Lyon et l'agence régionale de santé. Voilà, on fait du politiquement correct pour l'instant. Moi, je parle des petits, des villages, quoi. Donc là, l'agence régionale de santé, c'est souvent on les appelle quand on a besoin de rien, d'ailleurs. Mais ça, c'est autre chose. Donc voilà. Donc pas s'opposer, trouver des combinatoires et aussi prendre la responsabilité, parce que c'est pas toujours très simple, parce qu'on est dans un monde qui pour nous est opaque. Des dispositifs, des actions, de l'argent, pas assez, trop, des dispositifs qu'on va utiliser via un hélicoptère qui n'est pas sûr d'arriver, enfin voilà, des choses assez complexes. Mais nous, c'est la vie de nos concitoyens. Juste un petit élément pour vous. Dans la révolte des Gilets jaunes, dans les villages ruraux, on a ouvert des cahiers de doléances et de propositions. Que croyez-vous que dans le top 3 des réponses, les gens ont répondu? Alors l'argent, le pouvoir d'achat, ok. Mais c'est la santé, l'accès aux soins. Et on voit bien, hein, dans tous les travaux que l'on a, hein, c'est toujours le rural qui en prend pour son grade. La notion d'espérance de vie. Je vais prendre un autre exemple. La consommation des soins hospitaliers. Chez nous, c'est 20% en moyenne de moins qu'un urbain. Le problème, c'est qu'il va falloir aller chercher dans les caves des ministères d'un état jacobin. Mais ça, c'est une autre histoire. Dominique Meyer, comment abolir, parce on l'a évoqué souvent ce matin, cette nécessité de dépasser la frontière ville-hôpital. Comment l'abolir, cette fameuse frontière? Il faut déjà aller voir les gens sur le terrain, à l'hôpital, mais aussi les confrères libéraux. En fait, moi j'ai eu une démarche en tant que généraliste et urgentiste d'essayer de casser ce qu'on appelle le mur hospitalier. En fait, donc il fallait rentrer dans l'hôpital. C'est ça, les centres médicaux d'appui? C'est ça. Alors expliquez-nous plus précisément. Les centres médicaux d'appui, c'est un cabinet de médecine générale qui a l'originalité d'avoir une localisation intra-hospitalière stricte, dans lequel on prend en charge des patients qui ont besoin d'une offre de soins imminente. Pour vous donner un exemple, en fait, on a fait une étude, 80% de nos patients qui sont traités dans les centres médicaux d'appui ont un médecin traitant, mais il n'est pas disponible au moment où ils ont besoin de consulter. Dans les centres médicaux d'appui, donc nous avons donc des conventions de mise à disposition des locaux que nous signons avec les hôpitaux. Et nous avons, suivant des protocoles, créé des flux de patients
qui sont aux urgences, triés par les infirmières d'orientation et qui nous adressent des patients qui nécessitent une simple consultation de médecine générale. Simple, c'est pas péjoratif, c'est qu'effectivement, le patient est en recherche d'un soin, et en fait, il ne trouve aucune porte, rien, pas de lumière, et l'endroit où il peut trouver de la lumière, c'est à l'hôpital, le plus souvent. Et il se présente à l'hôpital, il est un petit peu perdu, il est livré à lui-même. La difficulté d'accès aux soins en 2019, c'était pour les Français, c'était la difficulté d'obtenir un rendez-vous. Avant, c'était la notion de difficulté financière, mais sinon, c'est vraiment avoir un rendez-vous avec un médecin. Donc nous, notre mission, c'était de se mettre d'abord au service des usagers, des patients, parce que on est avant tout patient avant d'être médecin, mais ensuite de se mettre à disposition des confrères hospitaliers, je l'ai été, et des confrères libéraux, je l'ai été. Et comment on essaye, on a proposé à l'hôpital, avec les faibles ressources que nous avions, de dire, nous, on va être en capacité de vous prendre en charge des patients qui ont besoin d'une consultation sans plateau technique. Donc vraiment, c'est une pathologie grippale, un enfant qui a de la fièvre. Et donc, nous mettons à disposition des services, des rendez-vous, donc un agenda dédié avec des rendez-vous. Donc, on voit les patients dans la journée même. Donc, c'est idéal pour les soins non programmés, finalement. Alors, on fait du soin non programmé sur rendez-vous. Donc, en fait, on organise et on fluidifie le parcours. Sinon, on se retrouve, une fois de plus, comme à l'hôpital, avec une salle d'attente, avec 40 personnes qui attendent. Oui, mais quelque part, vous piquez le boulot des libéraux. Non. Non, mais c'est pas derrière ma question provocante. Il n'y a pas une perception de vos confrères libéraux ainsi. En clair, est-ce que vous avez été bien accepté? Alors nous, on adhère déjà sur tous les territoires au CPTS, localement. Depuis mars, je suis élu ordinal, donc je siège au Conseil de l'Ordre. Faut pas rigoler. Non, mais et en plus, je suis en charge de la mission sur les Hauts-de-Seine de la permanence des soins ambulatoires. Donc c'est un sujet qui m'intéresse énormément. Oui, il y a des réticences des confrères libéraux, bien évidemment. On a l'impression qu'on va leur piquer du boulot, mais ce n'est pas les médecins vraiment généralistes installés en consultation de soins traditionnels. C'est plutôt des postures syndicales. Non, c'est plutôt, on va dire, tous les spécialistes de l'urgence libérale. J'en ai fait partie, je connais très bien, je sais comment ça se passait. J'ai créé les centres médicaux d'appui parce qu'en fait, dans ces structures, quand j'avais un appel à 8h du matin pour un enfant et que je le voyais à 23h, porte close, ils étaient partis à l'hôpital parce qu'en fait, ils n'arrivaient pas à joindre notre standard qui avait explosé. On leur donnait pas un horaire. En fait, le patient, un parent, moi j'ai eu 3 enfants, qu'est-ce qu'on a envie? Mon enfant est malade, un conseil médical, vous inquiétez pas, un médecin va passer vous voir, on lui donne un horaire, il est rassuré, ça va tout de suite mieux. En fait, donc il faut faire sauter le tabou. C'est vrai que le soin non programmé, et notamment en permanence des soins week-end et nuit, normalement, dans ce qu'on appelle les règlements Codam UPS, où on régit, normalement, c'est sans rendez-vous. Il se trouve que nous, on a décidé, on a pris le choix de le faire et de l'organiser, parce qu'on a des ressources médicales et du temps médical limité. Et il suffit de venir à Lyon, à Édouard Henriot, chez le professeur Tazarout, la maison médicale de garde, en PDSA, est organisée sur rendez-vous. Donc je me suis dit, tiens, on a eu les mêmes idées. Je pense qu'en fait, voilà, on arrive dans une période contrainte, budgétaire, ça c'est sûr, mais aussi humaine. C'est vraiment compliqué. Essayer de comprendre effectivement ce que veulent nos jeunes confrères. Alors je dis toujours jeunes, mais aussi notre génération, et les retraités, en fait, c'est le temps médical. Ce qu'il faut, je vais dire un dernier mot, est-ce que vous savez à combien représente le pourcentage de médecins formés en faculté de médecine qui n'exercent pas? Alors vous allez nous le dire, mais je sais juste que dans la presse médicale où j'ai souvent sévi, il y a beaucoup de médecins qui n'avaient jamais travaillé comme médecin. 30%. Donc qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? J'étais à la conférence du Point où étaient Aurélien Rousseau et Xavier Bertrand. C'est aujourd'hui, c'est déjà, si on pouvait gagner même un praticien qui vienne travailler même 1 jour par semaine pour aller effectivement en consultation avancée dans les territoires ruraux
ou même en ville. C'est un gâchis. Que je veux C'est un dire, gâchis voilà, énorme. après, il faut faire sauter des verrous administratifs, et c'est pour ça que je suis rentré à l'ordre aussi, pour essayer de combattre ça de l'intérieur. C'est formidable. Alors, pour éviter ce gâchis, mais on a beaucoup parlé ce matin des médecins, Olivier Rosaire, et très peu des pharmaciens. Et pourtant, partout en France, il y a une croix verte qui est illuminée. On l'a vu pendant la Covid. Les pharmaciens ont été des relais précieux. Quand bien même le nombre d'officines serait tombé sous le seuil fatidique des 20 000, 19 980 si mes sources sont exactes. Aujourd'hui, quel est le ressenti des pharmaciens par rapport aux besoins qu'on a évoqués ce matin, ce besoin de prise en charge des patients? Alors oui, aujourd'hui, il y a encore une croix verte, mais peut-être plus pour très longtemps. On avait, avec Gilles Noël, fait une conférence de presse à ce sujet au mois d'avril pour alerter sur les territoires fragiles. Ce phénomène aujourd'hui de mise en danger de l'offre de soins sur les territoires. Et je dois dire que nous, les pharmacies, on a une espèce de schizophrénie dans notre travail, c'est qu'on est considérés comme des professionnels de santé libéraux, donc tu me parles, oui, les médecins, les pharmaciens, etc. Mais il y a quand même une notion que j'essaye de faire passer, c'est qu'on est aussi des établissements de santé. Parce qu'on a une pharmacie, parce qu'on a une structure qui permet de faire plusieurs choses en même temps au même endroit. Il n'y a pas que, comme dans une consultation médicale, le médecin reçoit un patient, il fait quelque chose. Ça, c'est de l'exercice libéral unique, on va dire. Nous, dans une pharmacie, on fait déjà de l'accès aux soins, parce qu'on est facilement accessible, et pendant qu'il y a une ordonnance qui est délivrée, il peut y avoir maintenant d'autres services qui sont proposés, comme la vaccination, les dépistages, etc. Donc je pense qu'il faut quand même avoir cette notion-là de ces pharmacies. C'est pour ça que je parle plus de pharmacie aujourd'hui que de pharmaciens, parce que le rôle est multiple. On a par exemple des préparateurs et préparatrices en pharmacie qui correspondent à la majorité des équipes officinales. Quand on regarde en France le nombre de pharmaciens qui travaillent dans la pharmacie et le nombre de préparatrices et de préparateurs, il y a plus de préparateurs et de préparatrices que de pharmaciens dans les officines. Donc on voit bien qu'on est une équipe au sein d'un bâtiment. Ça s'appelle un établissement de santé. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on se bat. Alors, c'est pas un combat corporatiste. C'est qu'on voit bien. Alors moi, je suis aussi sur un territoire un peu isolé, dans une commune de 1500 habitants dans la région. En fait, on est un peu le dernier rempart. On travaille en interface avec tout le monde. On travaille en interface avec les infirmiers. On les a tous les jours dans nos officines. On travaille en interface avec les médecins parce qu'on les a tous les jours au téléphone. On essaye de travailler un peu les établissements hospitaliers quand on arrive à les joindre. Oui, sauf que vous n'avez pas le droit d'y être à l'intérieur, contrairement aux prestataires de santé à domicile. Non, mais enfin, on a aujourd'hui besoin, alors c'était aussi une des nombreuses thématiques de la journée, et puis de cette table ronde en particulier, de travailler en collégialité avec tous les acteurs du système de santé, de soins, enfin, je ne sais pas comment on peut l'appeler ça très précisément, mais voilà, et nous on est cette interface-là. Pourquoi aussi ? Tous les jours, il y a 3 millions de Français qui viennent dans les pharmacies. Donc tous les problèmes du système de santé, on les a tous les jours, au moins dans une des pharmacies en France. Donc on voit tous les problèmes. Mon médecin n'est plus là, mon médecin est à la retraite, je sors de l'hôpital, on ne m'a pas expliqué, etc. Toutes les difficultés qu'il peut y avoir dans le système de santé, si vous vous interrogez, on les a tous les jours en France, tous les jours dans les pharmacies. Donc c'est vrai que nous, on a un besoin important de trouver des solutions pour nous aider, parce qu'en fait, comme les autres, on n'a pas de mode d'emploi pour gérer cette difficulté du système de santé. Et quand j'interviens dans les facultés de pharmacie et auprès des pharmaciens en général, je leur ai dit qu'aujourd'hui, une partie de notre métier, c'est gérer la difficulté du système de santé. Et on n'y est pas bien préparé. On n'y est même pas du tout préparé. Alors j'entends ce matin y a des thématiques qui émergent dans le colloque d'aujourd'hui sur le management des équipes, sur le management envers les patients, etc. Nous aussi, il faut qu'on se forme à des choses qui ne soient pas aussi techniques que la connaissance scientifique sur les médicaments. Aujourd'hui, je ne dirais pas que c'est plus l'activité principale des pharmacies, ce serait faux de dire ça. Mais on n'est plus aujourd'hui dans ce qui existait dans les années 80. J'ai bien aimé d'ailleurs François Blanchardon, qui malheureusement est parti, qui disait on ne va pas imaginer qu'on va reconstruire le système de santé des années 80. C'est fini. Aujourd'hui, il y a des outils qui ont été mis en place, la téléconsultation, la téléexpertise, plein de choses. Les professionnels ont évolué, les techniques ont évolué. Et nous aussi, on s'inscrit aussi là-dedans. Il faut qu'on s'inscrive là-dedans. On n'est plus celui qui est... Alors, on parlait avant de professions, les prescripteurs et les professions prescrites. Il y avait en gros les médecins, et puis derrière, il y avait les kinés, les infirmiers, les pharmaciens, les podologues, les machins, etc. Voilà. Donc nous, on faisait que ordonner, d'où l'ordonnance, ce qui avait été prescrit. Justement, Olivier,
Moi, dans ma région, puisque je viens de Bretagne, il y a une expérimentation qui s'appelle OSIS, orientation dans le système de soins. Je sais qu'elle aurait dû arriver en Rhône-Alpes, malheureusement elle est partie en Occitanie, pour vous, et encore c'est dans le centre Val-de-Loire. Mais cette orientation, elle permet de prendre à la pharmacie les patients dans le cadre de 6 petites pathologies, petites n'étant pas péjorative dans la bouche, dont l'odynophagie et dont les infections urinaires et les cystites. Ça a tellement bien fonctionné en Bretagne que du coup c'est passé dans la loi. Aujourd'hui, les pharmaciens peuvent prescrire des médicaments concernant ces 2 pathologies. Et le corollaire de tout ça, c'est qu'il y a une information des médecins traitants ou du service hospitalier. Donc on parle des outils. Aujourd'hui, les pharmaciens ont longtemps été à la pointe. Quand le DMP pédalait dans le vide, le DP voyait le jour et fonctionnait bien. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que vous pourriez faire, vous, pharmaciens, pour aller encore plus en avant dans le partage de l'information à travers ces évolutions technologiques ? Alors, je ne vais pas vous mentir, jusqu'à il y a quelques années, on était assez promoteur d'évolution de notre profession. Je pense qu'on y est plutôt bien arrivé avec les sujets sur la vaccination, le dépistage. Maintenant, il y a des nouveaux trucs comme effectivement les TROD qui peuvent aboutir à une dispensation de médicaments antibiotiques, pour ne pas dire qu'on va faire des ordonnances d'antibiotiques, parce qu'il faut faire attention avec la sémantique aujourd'hui dans le milieu médical pour ne pas heurter certaines professions qui ont une sensibilité peut-être exacerbée par rapport à d'autres professions. Mais en fait, aujourd'hui, on est presque en train de dire ça devient très compliqué pour nous, quoi. On ne peut pas nous rajouter beaucoup de choses. Alors c'est vrai que justement, on utilise l'interface des pharmacies en disant oui, finalement, elles ont plein de bras à l'intérieur pour faire plein de choses. En fait, ces plein de choses, on les fait déjà et on a déjà du mal à trouver du temps pour toutes les faire. Les systèmes d'information qui évoluent maintenant, on met en place des trucs comme la e-prescription, des machins. Enfin, on est toujours en train d'évoluer. Bon, à un moment donné, on a dit bon, on va déjà digérer tout ce qu'on a évolué jusqu'à aujourd'hui pour voir quelles seraient les meilleures orientations. Il ne s'agit pas là pour le coup, je milite pas du tout, bien au contraire, pour que les pharmaciens deviennent l'alpha et l'oméga de la santé en France. C'est pas du tout ça. Ça doit être une solution de recours quand quelque chose d'autre n'est pas disponible. Je vais vous dire, quand on vient travailler dans une pharmacie entre le 10 août et le 20 août, en fait, c'est l'horreur, c'est l'enfer. Il n'y a plus rien dans le système de santé à cette période-là. Par exemple, sur le département de la Loire, il y a pratiquement, je crois qu'il n'y a pas un dentiste qui travaille pendant cette période-là. Les médecins, évidemment, sont en vacances, ils ont le droit de le faire. Alors évidemment, quand ils prennent des vacances, ils n'ont pas toujours possibilité de se faire remplacer. Nous, les pharmacies, on reste ouverts. Alors j'entends que les établissements hospitaliers se réorganisent dans les périodes un peu tendues comme ça, comme l'été, etc., en fermant un service. Nous, on ne peut pas, on est obligé de rester ouverts. Et là, en fait, j'ai eu des échanges avec l'ARS en fin d'été là-dessus, puisque l'URPS rend des comptes à l'ARS, on est une émanation de l'Agence régionale de santé aussi. En fait, nous, ce qui nous manque aussi, c'est un mode d'emploi, un guide. En gros, c'est le bazar dans le système de santé, débrouillez-vous. Je vous donne un exemple aussi, les ruptures de médicaments, parce que évidemment, ça concerne tout le monde, tout le temps. Comment on fait ? J'ai quelqu'un, par exemple, il prend de l'Humalog en flacon, il n'en a pas. Bon, il n'y en a plus. Qu'est-ce que je fais ? En fait, qu'est-ce que je fais ? Alors, tu vas me dire, oui, faut appeler le médecin. Mais alors déjà, c'est marqué où que je dois appeler le médecin ? Et le médecin, il n'est pas là. Qu'est-ce que je fais après ? En fait, on n'a pas de protocole pour gérer cette crise. Donc, en gros, débrouillez-vous pour la gérer. Tant que ça passe, on ne s'en occupera pas. En fait, on a parlé aujourd'hui des parcours patients, des parcours de professionnels. Je pense qu'il faut protocoliser un petit peu toutes ces difficultés pour regarder quelles sont les meilleures solutions et pas laisser chacun, tel professionnel, se débrouiller parce qu'il n'y arrive pas. L'infirmier qui est en train de faire des soins, il y a un problème, à qui il s'adresse. En fait, on se débrouille. C'est un peu ça. Donc, tu me dis, qu'est-ce qu'on pourrait faire, nous, en plus, aujourd'hui en pharmacie ? Je dirais rien, parce que on n'a pas de bras, c'est compliqué. Alors, j'enchaîne sur 2-3 sujets que j'ai entendus dans les tables rondes précédentes. On disait, oui, l'histoire du burn-out, des difficultés, etc. Donc, oui, nous, on a mené à l'URPS Aura une enquête sur le burn-out des pharmaciens. On est tout à fait dans les résultats qui ont été donnés. Et on dit, il y a quelqu'un qui a dit, oui, mais en fait, on est dans une société un peu comme ça, qui est en burn-out. Alors c'est vrai, sauf que quand vous voulez construire une maison, vous voulez tondre votre pelouse, vous voulez réparer votre voiture, il n'y a pas cette instantanéité des problèmes de santé. Quand vous avez un enfant qui est à 39 de fièvre à 22 heures, c'est du mal à dire, oui, on verra demain matin. Les gens, voilà, alors que vous avez quand votre voiture ne démarre pas, c'est pas un problème qui a besoin d'être résolu forcément dans les 5 minutes. Donc il y a quand même une pression qui est mise sur l'ensemble des acteurs du système de santé pour apporter des réponses encore immédiates, comme avant. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les acteurs n'ont plus envie de travailler comme avant, de faire les médecins généralistes. Moi, quand j'ai commencé, avec le médecin du village,
Des fois, quand je faisais des gardes, jusqu'à 22h30, on y était encore, on discutait, on allait se retrouver après, boire un coup à 23h quand on avait fini notre garde ou presque. Voilà, c'est terminé. À 17h30, c'est fini. Ils ont des enfants, c'est normal. On a changé de paradigme par rapport à ça. Et la santé est restée quand même une préoccupation majeure de notre société. Et en fait, quand on a évacué les sujets un peu divers et variés, ça remonte. C'est le premier des sujets. Alors, le problème de la santé, alors en politique, pour en parler, c'est que ce n'est pas un sujet clivant. Donc, on ne peut pas en faire un sujet programmatique en politique, parce que tout le monde est d'accord. Oui, on a besoin de bien se soigner. Oui, on a besoin d'avoir un bon système de santé. Donc, on s'intéresse à d'autres sujets. Et puis, une fois que les choses sont passées, on revient à la réalité. C'est le premier problème de société en France. Dominique Mayer, Olivier vient de nous dire, globalement, les pharmaciens, on est au taquet. On ne peut pas en faire beaucoup plus. Néanmoins, moi, je repose la question. Ils ont mis en place des outils. Je parle de ce protocole OSIS où il y a un retour d'information. Quels outils vous pourriez imaginer, de quels outils vous pourriez imaginer avoir besoin, vous, en tant que médecin, fondateur des centres médicaux d'appui, comment ça pourrait mieux fonctionner, cette interprofessionnalité que chacun appelle de ses voeux, mais qui souvent reste à vœu pieux? C'était pour la rime. Effectivement, j'entends bien que les pharmaciens arrivent à la limite de ce qu'ils sont en capacité de faire. Les médecins sont aussi en temps médical un peu au taquet, comme on dit. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a une étude qui est sortie récemment sur le temps moyen d'une consultation dans les pays de l'OCDE. La France, c'est 16 minutes pour une consultation de médecine générale et en Allemagne, c'est 7. Et en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en Allemagne, il y a 3 assistants médicaux pour un médecin. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est, je pense, réorganiser notre circuit patient dans nos cabinets. Donc c'est pour ça que les syndicats sur la nouvelle convention se sont battus pour obtenir plus d'équivalents temps plein d'assistants médicaux pour, entre parenthèses, augmenter les files actives. Mais donc ça, je pense que c'est là où on va pouvoir avancer. Je pense qu'effectivement, une assistante médicale pourra faire des choses, commencer une consultation. Alors ce qui est paradoxal, c'est que moi j'ai une quarantaine de médecins et ils sont en moyenne tous en dessous de 40 ans. On va dire qu'ils sont entre 28 et 35 ans. Et en fait, c'est pas ce qui les intéresse finalement. Ils sont nouvelles technologies, ils sont pas à fond. On est sur Doctolib, on a un logiciel médical Doctolib et il y a eu 100 médecins sur toute la France qui ont été bêta-testeurs pour une IA développée pendant l'examen clinique. Et moi, je l'ai testé. Et ils veulent pas l'utiliser. Donc j'ai essayé de comprendre. Donc en fait, voilà, il y a un petit peu beaucoup de choses à faire bouger. Mais je pense qu'il est il va falloir changer nos pratiques. Et puis bon, il faut de l'humain et de la techno. Et je pense que les choses sont là. Après, ce qu'il faudra, c'est qu'il faudra aussi évaluer nos pratiques. Parce que c'est bien. Il y a beaucoup d'argent qui sont versés en aide. Les CPTS, c'est des milliers, par CPTS. Une CPTS de taille moyenne, c'est environ 400 000 euros de versés en financement avec différentes missions. Alors je parle des grosses CPTS pour ma région, mais même pour les MSP, quoi. Et donc du coup derrière, mais par contre, où sont les indicateurs pour vérifier effectivement les efficiences ? Alors, puisqu'on parle d'indicateurs, ça me permet, Frédéric Omicala, de vous redonner la main, parce que vous avez évoqué la notion de santé globale, vous aussi, et dedans, vous avez tout à l'heure parlé du suivi quasi longitudinal du patient, du début à la fin. Ça veut donc dire que vous êtes à même de favoriser, d'encourager une politique de prévention. Mais comment ça se traduit au sein de la MSA ? Alors, pour reprendre le fameux axiome d'Alain Olympie, passer du cure au care. Alors évidemment, je vous confirme qu'on a une politique de prévention et qu'on l'amène et qu'elle se développe et qu'en ce moment on est en plein ce qu'on appelle un changement de dimension et d'échelle, puisqu'il se passe beaucoup de choses. Je le redis, dans cette approche, on concentre nos efforts et notre accompagnement sur les publics prioritaires, donc les personnes en situation de fragilité.
Pour ce faire, on en a un peu parlé ce matin, mais dans notre conception, le aller vers, qui est évidemment a émergé depuis la crise Covid, ne va pas sans le ramener vers. C'est-à-dire qu'on ramène, on va vers les gens, on leur explique les plus fragiles, ce qui n'est pas une chose facile. On professionnalise beaucoup cette démarche d'aller vers. On a maintenant en MSA 2 plateaux, une vingtaine d'équivalents temps plein qui sont spécialement formés et qu'on accompagne, des téléopérateurs. D'ailleurs, la nouveauté, c'est qu'on a des ex-soignants, notamment des aides-soignants, voilà, qui maintenant rejoignent ces plateaux-là, qui trouvent un intérêt, en fait, à faire cette démarche d'explication, de sensibilisation et de captation pour aller vers donc, ces personnes-là. Et ensuite, nos dispositifs ramènent ces personnes par l'éducation à la santé, par l'information, par notamment, j'en ai parlé tout à l'heure, la mise en place d'approches motivationnelles, qui est cette fameuse technique qui permet de leur retransmettre une capacité d'agir. Et évidemment, quand on fait ça et sur des publics fragiles, le sens, c'est qu'on sait bien que ça ne sert à rien d'intervenir sur du soin et du purement sanitaire sur des personnes qui ont des problématiques sociales. Et l'intérêt, en tout cas, d'une institution comme la MSA, c'est justement de pouvoir actionner très rapidement nos travailleurs sociaux pour qu'on encadre et qu'on accompagne tout ça. Et c'est aussi notre particularité et notre ADN, c'est d'aller sur les territoires. On mène des actions à 20 km du domicile, parce qu'il y a un sujet de transport aussi. Je précise qu'on a en branche maladie 5 millions d'assurés, donc ce qui permet aussi une agilité certaine. Et ces actions, voilà, aujourd'hui, qui viennent d'être publiées en février 2023, en tout cas dans une revue scientifique, une action qui s'appelle les instances santé, permettent aujourd'hui d'afficher que 70% de nos participants qui sont à la base sous-consommants de soins, par rapport à tout ce que je viens de vous raconter très brièvement, ils réintègrent d'une manière ou d'une autre le parcours de santé. Et donc ça, c'est ça qui est intéressant, c'est ça notre travail. Ça prend beaucoup de temps, c'est aussi beaucoup d'argent, beaucoup aussi, on est sur un terrain d'innovation parce que on forme beaucoup. J'ai oublié de le dire, et pardon, en MSA, nous n'avons pas de salariés en équipe terrain. C'est notre choix. On fait beaucoup appel aux libérales, donc aux infirmières, aux diététiciennes et d'autres professions très prochainement avec qui on contractualise et qui mènent ces fameux entretiens motivationnels au plus proche des territoires et qui permet aussi une réintégration de proximité avec l'offre de soins. Donc c'est beaucoup, je le redis, beaucoup un terrain assez inconnu parce qu'on avance dans cette nouvelle dimension en post-Covid où la place, ça y est, de la prévention, on en parle de plus en plus. Encore beaucoup de choses à apprendre et là maintenant l'enjeu, ça va être entre les ARS qui mènent quand même néanmoins beaucoup d'actions, le régime général bien entendu et nous, c'est de concentrer nos efforts maintenant sur ce qui marche, c'est-à-dire la valeur prometteuse et la valeur probante et d'avoir justement ce lien évident entre nous pour miser, qu'importe que ça soit l'agence X ou l'institution Y, de se regrouper pour miser sur ce qui marche le plus et donc l'évaluation évidemment extrêmement importante dans tous ces dispositifs. Gilles Noël, Frédéric vient de nous raconter, enfin de nous rappeler combien les libéraux étaient importants dans la stratégie de la MSA, mais les élus locaux, en particulier dans le milieu rural, quel rôle pourrait-il jouer justement dans le développement de cette prévention, dans cet accompagnement des patients, dans cette sensibilisation à la problématique de santé publique? Tout à l'heure, je vous ai dit tout. Sauf de l'argent. Voilà. Tout chez nous, c'est l'espace. Tout chez nous, c'est les associations. Tout chez nous, ce sont les bénévoles. Donc l'espace, c'est nos chemins ruraux, c'est nos city-stades, nos salles de sport ou je ne sais quoi. Les bénévoles, les associations, c'est peut-être prendre dans le cadre d'une randonnée, dans le cadre d'un temps social qu'on va organiser, entre deux hospitalisations ou quelqu'un pour pas qu'il retombe dans ces errements qui l'ont emmené vers un problème médical particulier et donc d'être avec d'autres. Donc voilà, nous, dans ces questions de prévention, on a la capacité, il faut nous utiliser. Moi, je disais tout à l'heure, je me suis permis d'aller voir le professionnel de santé, mais vous, madame, quand vous parlez de bien-traitance et autres, les usagers, les professionnels de santé, très bien, mais utilisez les maires chaque fois que c'est possible. Et donc, nous, dans ces questions de prévention, c'est ce vivre ensemble qui va peut-être permettre, hors acte médical,
de faire en sorte, je disais, que la personne ne va pas retomber. Ben parce qu'elle va discuter, parce qu'elle va marcher, elle va faire un petit peu de sport, entre guillemets. Voilà. Mais tout ça, il faut que ça soit encadré, que ça soit avec un éducateur sportif, que ça soit avec une association de randonnée ou autre. Donc voilà, dans ces questions de prévention, on a ça. Dans nos écoles, on a aussi, il reste encore des écoles, au fait, dans nos territoires. Hein. Dans nos écoles aussi, on a des personnels qui voient les gamins avant l'école, entre deux ou après l'école. C'est aussi à nous de pouvoir faire en sorte, entre guillemets, que quand ils sortent à 2 heures sous un cagnard, pas possible, ils mettent une casquette. Ça vous fait peut-être rigoler ce que je raconte. Ou qu'ils les mettent pas à jouer au sport juste après le repas et à courir comme des dératés. Bon, toutes ces questions-là, plus tout le reste, que ce soit à travers des facilités, j'allais dire, des actes citoyens sur des questions de prévention que, je sais pas moi, le centre social, le foyer rural va organiser avec les enfants dans le cadre du centre de loisirs ou autre, puisqu'on va soutenir ces choses-là. Donc voilà, dans tout, il y a un ensemble qui reste à définir. Mais il faut qu'on se cause. Or, vous êtes dans un monde et vous travaillez en silo. Moi, hôpital, je suis hôpital. Moi, pharmacien, je suis pharmacien. Moi, médecin, je suis médecin. Bon, nous, on est plutôt habitués à être dans la transversalité parce que quand on arrive à la mairie le matin et on en repart le soir, même si on a préparé notre journée, c'est fichu parce qu'on aura toujours les choses. Donc, utilisez-nous. Justement, Gilles, puisque vous parlez de transversalité, quel rôle d'éducation vous pourriez avoir, au-delà de l'éducation thérapeutique, d'éducation pour expliquer aux libéraux que c'est bien de venir travailler à la campagne, si j'ose dire, et aux patients, leur dire n'allez pas tout de suite aux urgences, vous avez d'autres professionnels, tantôt un médecin, tantôt un pharmacien, tantôt une infirmière, tantôt un kiné. Comment est-ce que vous pourriez contribuer à cette sensibilisation, à cette éducation de la population ? Alors, l'éducation de la population, ça c'est quelque chose de particulier. Mais par rapport aux soignants, aux futurs soignants, tout simplement qu'on se connaît. Je parlais du monde universitaire. Mais pour nous, moi j'habite à 2h30 de la ville universitaire. C'est pas des gens vers qui on va très facilement parce que c'est un milieu particulier. Donc on a besoin de se connaître, d'échanger et de voir quelles sont les valeurs ajoutées individuelles qu'on peut faire. Parce que nous, on peut avoir un regard très particulier par rapport à ce monde universitaire. Parce que nous, on a nos gamins ou nos petits-enfants, ça dépend de l'âge des uns et des autres, qui vont faire ces études en ville ou à l'étranger. Puisqu'on a aussi des enfants qui vont à l'étranger se former, parce qu'en France, pour une raison X ou Y, ça ne fonctionne pas. Et d'ailleurs, moi, je note qu'il y en a un certain nombre qui vont bosser après en Allemagne ou en Suisse. Ça me ramène à ce qu'on disait tout à l'heure. Bon, donc on a besoin de se connaître, on a besoin d'échanger, et surtout on a besoin de descendre de son piédestal. Alors pour nous les maires, les petits maires, c'est assez facile parce que le nôtre n'est pas très haut, mais on peut aussi discuter. Le Conseil de l'ordre aussi, c'est pas des gens qu'on connaît ou qu'on approche facilement. Mais je dis ça, voilà, ça vous fait rire, mais c'est quand même cette vérité-là. Donc on a besoin de partager, on a besoin d'échanger et on a besoin d'apporter, j'allais dire, avec la somme des facteurs, un résultat supérieur. Pour tout ce qui est action en direction des citoyens, mais nous on le fait par le biais de mise à disposition de salles pour qui veut organiser une activité X ou Y, on le fait à travers des subventions, je parlais du centre social ou autre, donc des associations qui elles vont pouvoir organiser la journée avec des enfants, des parents ou des anciens, dans lequel, quelqu'un disait tout à l'heure, sourire c'est soigner. Ben voilà, tout ça nous intéresse. De faire. Et puis, je voulais dire juste à Olivier, dans les villages, nous, on a les 06 des praticiens, y compris celui du pharmacien. Parce que quand il y a un problème qu'il n'arrivera pas à régler, il va nous appeler. Exactement. Ben voilà, parce qu'on se complète par rapport à ça. Ou l'infirmier. L'infirmier qui appelle, il disait, je suis allé chez Madame Intel, ça sent le gaz. Est-ce que vous pourriez voir comment faire? Bon voilà, ça c'est un exemple vécu, ce que je vous raconte. Donc on a ça. Donc on a besoin de se connaître, de s'apprécier, d'échanger et de trouver une valeur ajoutée commune, parce que sur nos territoires, l'addition des uns et des autres va faire que les populations vont pouvoir en profiter du système de santé. Une question un peu politique fiction, Gilles. Vous n'êtes pas encore sénateur, mais un certain nombre de vos homologues sénateurs, donc également élus ruraux,
était favorable à des mesures coercitives, en particulier sur l'installation des médecins dans les campagnes ou dans certains endroits. Je rappelle quand même que c'est la seule profession de santé qui n'est pas astreinte à une obligation de s'installer. Quel est votre point de vue là-dessus ? Alors nous, ce sera pas la Kalachnikov sur la tempe. Nous, on n'est pas pour la coercition parce qu'on pense que ça ne marchera pas. Donc nous, on promeut, et c'est un scoop aujourd'hui, mais je ne sais pas si je dois le dire. Allez. Si je dois le dire. On est entre nous. Nous, on promeut, et on va faire d'ailleurs une campagne en direction des politiques, ça c'est clair. On va faire aussi en direction des médias et ou en premier, de l'URPS en général, l'UNPS. L'ordre. Bien sûr, tous ces professionnels de santé pour leur faire partager une conviction. On n'est plus médecin de son village. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure la notion de territoire. Le centre hospitalier, c'est pas le centre hospitalier de la ville. C'est pour ça que j'ai dit qu'il fallait qu'on s'en imprègne. Nous, ce que l'on souhaite, c'est que pour toute nouvelle implantation, sur un village ou sur un pôle de vie choisi, médecine libérale, enfin les conditions de la médecine libérale obligent, nous on demande à ce qu'il y ait une notion de solidarité qui s'applique et qu'il y ait au moins une journée qui puisse être dévolue dans un territoire sous-doté. Voilà ce que nous on demande. Donc ça c'est la négociation. L'ISNAR et IMG, c'est des gens aussi à qui on a besoin de causer par rapport à ça. Mais nous on pense qu'il faut qu'il y ait une notion de solidarité qui puisse s'appliquer au-delà de ce respect que vous nous imposez, vous les médecins libéraux, qui est je m'installe où je veux, quand je veux, comme je veux. Donc nous, on demande à ce qu'il y ait une certaine mobilité dans une logique d'aménagement du territoire pour ne pas oublier ces territoires ruraux. Mais il n'y a pas que chez les ruraux qu'il y a aussi des soucis. Mais voilà ce qu'on demande. Donc ça fait partie de ce qu'on va voter dimanche matin au congrès des maires ruraux annuel qui va se passer en Côte d'Or, pas très loin d'ici, pour faire en sorte qu'on partage ce point de vue-là. Et on discute, mais on demande aussi à l'État de prendre ses responsabilités. Parce que c'est trop facile de dire aux maires, d'un côté, quand on passe une délibération, regardez ce qui se passe en Côte d'Armor, regardez ce qui se passe aussi dans les Alpes, où des maires, des collègues ont pris des délibérations attaquant l'État par rapport à ces problématiques de désertification médicale. Le tribunal administratif, la première chose qu'il dit, une fois que le préfet nous a mis au tribunal, bien évidemment, les a mis au tribunal, vous n'êtes pas compétent en matière de santé. Pour autant, donc il nous renvoie dans nos cordes, pour autant sur les territoires, qui gère le luxe, la pénurie ou le quotidien? Mais c'est la même problématique que pour les pesticides, et je parle du vécu en Bretagne. Olivier Rosaire, Gilles vient de parler de solidarité. Et en même temps, je l'ai dit tout à l'heure, les pharmacies sont désormais moins de 20 000 en France, avec des territoires fragiles. Vous avez tenté de sensibiliser la profession à cela. Comment concilier cet accès aux soins et cette disparition des petites officines? Parce que finalement, dans les grandes villes, elles restent encore nombreuses. 5 dans la même rue de la Roquette à Paris, par exemple. Et le DG de l'assurance médic, il n'en a rien à faire de la 5e pharmacie de la rue de la Roquette. Mais est-ce qu'il s'intéresse aux petites officines en campagne? Alors oui, on n'a pas alerté les pharmaciens, on a surtout alerté les élus. Alors c'est venu d'un travail qu'on a fait au départ dans la région parce qu'on s'est habitué depuis presque 15 ans à la diminution du nombre de pharmacies. Alors c'est vrai que symboliquement, on est passé sous la barre des 20 000 en métropole. Quand on rajoute celle des dom-tom, on est encore un peu au-dessus des 20 000. Mais bon, les médias aiment bien les chiffres ronds et clairs et simples. Et voilà, quand il y a eu 20 000 et moins, ça a fait la une. Pour autant, jusqu'à la crise Covid, on va dire, ça ne se voyait pas. Ça ne se voyait pas parce qu'il y en avait partout. Il y a eu une réorganisation du réseau dans des endroits où il y en avait peut-être beaucoup, qui ont fusionné, etc. Ça ne se voyait pas. Par contre, là, ça commence à se voir, ça commence à se sentir. Et dans la région, que je connais bien, on a des élus qui commençaient à se poser des questions, qui disent tiens, dans ma commune, alors Lucie Padaria, c'est pas là, mais bon, elle a été aussi sollicitée. Ah si, je te voyais pas. Voilà, les élus qui nous appelaient, qui nous disaient ma pharmacie est disparue, comment je fais pour en remettre une? Est-ce que je peux aller à l'ARS acheter une licence? Alors, je dis ça se fait pas comme ça. C'est pas un prix unique des pharmacies à l'ARS. C'est parce que effectivement, quand une pharmacie disparaît, la licence est détruite et rendue à l'ARS, mais elle n'est pas rendue et puis mise dans un tiroir. Elle disparaît. Et en fait, une fois, 2 fois, 3 fois. Puis au bout d'un moment, à chaque fois, je leur disais un peu la même chose. Je disais, peut-être intéressez-vous aux pharmacies avant qu'elles disparaissent, plutôt que de trouver des solutions
réglementaires, législatifs pour remettre des pharmacies à des endroits où elles ont disparu. Donc parce qu'une des forces de votre profession, c'était bien ce maillage démo-géographique, comme on dit. Oui, alors on a une règle qui dit qu'on ne peut pas créer une pharmacie dans une commune de moins de 2500 habitants. Pour autant, il y a 4000 communes de moins de 2500 habitants qui ont une pharmacie. Donc il y en a qui existent dans ces petites communes. Je peux en témoigner, mon village a 1500. Bon, il y en a plein comme ça. Mais l'idée, c'est aujourd'hui, on n'est pas encore dans le drame, comme ça peut être le cas dans d'autres situations, d'autres professions, d'autres établissements. Avant de trouver des solutions qui, de toute façon, ne rendront pas les mêmes services qu'une vraie pharmacie physique, commençons par s'intéresser à celles qui existent et regardons comment on peut les conserver sur les territoires, parce que, comme le dit très justement Gilles-Noël, moi je crois beaucoup, et je commence à le voir un peu, que les professionnels se réintéressent au territoire. C'est-à-dire que, même par exemple pour les médecins, c'est parfois plus facile d'aller dans une petite commune où il y a déjà 1 ou 2 médecins, parce que la charge et la surcharge de travail ne sera pas énorme, que dans une commune, je vous donne un exemple dans la Loire, il y a une commune qui s'appelle le Chambon-Feugerolles. Ils sont 12 000 habitants. Aujourd'hui, il n'y a plus que 2 médecins. Donc, vous imaginez que si un médecin regarde là où il pourrait s'installer, il dit « Ouh là là, je ne vais pas y aller parce que ça risque d'être très, très compliqué pour moi. » Et donc, il y a un peu cette appétence-là. Et peut-être qu'effectivement, je retiens la proposition de Gilles là-dessus, peut-être d'imaginer aussi des exercices qui se délocalisent. C'est-à-dire, moi, je vois par exemple à la campagne, j'ai des médecins qui travaillent 3-4 jours, mais qui habitent pas très loin de Saint-Étienne. Donc, ils viennent exercer. Et dans un exercice qui est... je dirais peut-être plus calme, et dans lequel en fait les gens se retrouvent. Alors moi j'habite à la campagne aussi, j'ai plutôt tendance à dire qu'on vit bien à la campagne et de manière plus humaine, avec des relations, etc. Là, je ne peux qu'abonder à ce que dit Gilles, hein. Mais c'est vrai qu'on l'a dit, la santé c'est beaucoup de choses, y compris le bien-être au quotidien. C'est pas que de se soigner. Alors, il faut pouvoir être en capacité sur tous les territoires, et c'était l'objet de notre alerte sur tous les territoires, parce que la solution, c'est pas d'habiter à moins de 10 minutes d'un CHU. Sonia Tropé, on a parlé ce matin de la place des associations de patients, et ça tombe bien, vous représentez les associations de patients. Je rappelle, vous êtes DG, directrice générale de l'ANDAR, si je ne l'ai pas raté. Hein. Mais concrètement, au vu de ce qui vient de se dire, et au-delà de ce qui a été dit à la table ronde précédente, quelle place, quel rôle pourraient occuper et jouer les associations de patients? Comment est-ce que vous pourriez là aussi sensibiliser la population, contribuer à l'éduquer peut-être, travailler en étroite collaboration avec les professionnels de santé? Pas peut-être. So what? On est un peu dans la même ligne finalement que les maires ruraux, c'est-à-dire qu'on a ce rôle-là de proximité et aussi d'approche qualitative pour pas forcément, je dirais, professionnaliser ou former, moins acculturer les bénévoles et les patients eux-mêmes à comment utiliser au mieux le système de santé, à être le plus pertinent possible. Donc ça va être beaucoup ça. Ça va être de structurer. Ça va être aussi d'être le trait d'union justement entre les professionnels de santé et l'univers patient, pour arriver à un peu mieux se comprendre, parler le même langage, etc. Et oui, prioriser, ça c'est sûr, prioriser, puisque finalement oui, la finalité, elle est la même, c'est que les gens aillent bien et soient dans un niveau de bien-être satisfaisant, parce que là, on entend quand même toutes les professions exsangues, quoi, hein. Plus personne sait comment faire, plus personne se parle. Donc, l'association peut aussi amener ça, et amener aussi du soutien sur des projets de loi et sur des démarches de cet ordre-là. On a un collectif qui s'appelle Action Patient et qui travaille énormément justement aux pertes de chance et à la crise de l'hôpital, et qui regroupe pas mal d'associations. Je regarde Damien parce qu'il en fait partie. Et ça peut être aussi un vecteur d'amélioration du système. Mais tout ceci, ça nécessite du temps. Et en préparant cette table ronde, on m'avait dit qu'il fallait raisonner pratiquement comme pour un syndicat. C'est le rêve en fait, parce qu'on reproche beaucoup aux associations de recevoir du soutien industriel. Donc là, c'est la honte. On a, bon, alors il y a des lois, hein, c'est en indépendance éditoriale, c'est structuré, mais ça reste honteux en France de travailler avec la pharma. Donc, Big Pharma. Évidemment, Big Pharma, qui bien sûr ne fait pas que des médicaments, fait beaucoup d'argent, fait beaucoup de mal, invente des maladies, crée des fausses associations, etc. Bon, bref, au-delà du débat autour de ça, oui, ce dont on pourrait rêver pour avoir un engagement citoyen pérenne, ce serait qu'éventuellement, Big Pharma
permettent de générer du financement pour un système qui serait assez proche d'un système syndical, c'est-à-dire que salarié d'une entreprise, je puisse dégager tant d'heures par mois pour m'impliquer dans une mobilisation associative. Juste en guise de conclusion, j'aimerais revenir, Olivier, 2 secondes, mais vraiment 2 secondes sur le Grenelle, puisque vous êtes à la fois président de l'URPS pharmacien, on l'a dit, vous êtes également président du collectif pour le Nouveau Grenelle. Alors, au regard de tout ce qui s'est dit aujourd'hui, comment est-ce que le Grenelle peut avancer, faire avancer ces réflexions? Ce sera le mot de conclusion, puisque le temps qui nous est imparti est désormais écoulé. Alors, je vais quand même donner un message optimiste, parce qu'on a été beaucoup dans les constats un peu douloureux depuis ce matin, mais en fait, on a quand même entendu des choses extrêmement intéressantes. Alors, vous allez me dire, je ne suis pas objectif, parce que je suis au Grenelle, etc., mais je trouve que c'était extrêmement riche, des expériences des uns et des autres. Et il n'y a qu'à regarder, par exemple, le travail qu'ont fait Muriel et Pascal depuis la précédente édition du Grenelle qui était au Sénat l'année dernière. Bon, il y a quand même déjà des choses qui se sont mises en place. Donc, on voit bien que quand on commence à discuter ensemble, comme c'est le cas aujourd'hui, on peut faire émerger des solutions et y travailler. Donc déjà, il y a du concret. C'est pas qu'on n'a pas fait qu'un constat. Encore aujourd'hui, on a pleuré sur le système de santé qui va mal. Donc, je note aujourd'hui qu'il y a un certain nombre d'acteurs de tout l'horizon qui sont venus aujourd'hui, hein, que ce soit des élus, des représentants des assurances maladie. Hein. Il n'y a pas que la CNAM qui est là, il y a aussi la MSA. Il y a des professionnels de santé, il y a d'autres professionnels de santé libéraux. Donc, je salue mes amis podologues, kinés, etc., les médecins. Donc on voit bien que c'est un sujet qui fédère tout le monde. Donc l'objectif du Grenelle, c'était un peu de fédérer toutes ces énergies et ces expériences différentes, parce que dans le système de santé, jusqu'aux années 2000, c'est toi qui l'as dit, on était, il y avait les uns d'un côté, les uns de l'autre, etc., etc. Bon, là, quand on regarde les gens dans la salle, il y a un peu de tout le monde. Centre hospitalier du Vinatier, on s'intéresse à la santé mentale, à l'oncologie, etc. Les associations présentes qui ont été présentes à toutes les tables rondes de la matinée. Donc voilà, on est tous embarqués dans le même problème. J'ai envie de dire, donc là, l'idée, c'était de structurer un peu les propos. Ça s'est fait. Alors, tout a été enregistré, tout ce que vous avez dit, même les commentaires que vous avez fait dans vos micros, que finalement, on a branchés pour les enregistrer. Non, je plaisante. Mais d'essayer de continuer sur ce travail-là. Et évidemment, si je dois faire passer un message, on vous invite à rejoindre le Grenelle. Merci beaucoup, Olivier. Alors, ne partez pas, parce que la matinée n'est pas finie. Je vous laisse entre les mains de Damien pour cette dernière demi-heure. Merci, Stéphane. Et je me permets d'ajouter à la liste d'Olivier la CNAM, les économistes et les politiques, parce qu'on va avoir un dernier moment d'échange pour justement prendre un peu de recul. On arrive doucement vers la fin de la matinée. Et ne partez pas d'ailleurs après nos échanges, parce qu'on pourra partager un déjeuner en face de la porte d'entrée jusqu'à 14h. Et donc j'invite Catherine Grenier et Jean Descarrezouet à me rejoindre pour la suite de l'échange. On va se remettre là en format A3.